Bienvenue, vraiment du fond du cœur à chacune, à chacun. C'est très impressionnant tous les visages. Et si je me dis, je ne peux jamais m'empêcher de penser lorsqu'une assemblée est là, présente, vraiment présente. Non pas de calculer, mais de me dire, il y a des siècles d'expériences de vie qui sont là, ensemble. Donc, j'honore déjà volontiers cela. Merci d'être là. Je vais faire un accueil très court pour que le tempo de la petite soirée qu'on vous a préparée se passe au mieux. Vous remercier évidemment d'être là chacun, chacune. Remercier celles et ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont eu l'amabilité, la gentillesse de m'envoyer un gentil message, de nous envoyer des gentils messages, de vraie sympathie. L'écriture amène beaucoup de choses, on en reparlera dans quelques instants. Remercier Anne Ducrot, et je le dis déjà avec une certaine émotion, qui est une amie, mais qui a permis à Michel Desmarais d'aller chercher en lui des choses insoupçonnées. Non pas liées à la mémoire nécessairement, mais des choses insoupçonnées, on y reviendra. Merci Anne pour ton amitié, merci pour ce déplacement que tu fais aussi de la France vers la Belgique. Bienvenue à Louvain-la-Neuve, qui n'est pas une ville anodine. Merci Anna, violoncelliste, de nous rejoindre aujourd'hui. Je ne vais pas présenter les trois artistes. Nous avons fait un feuillet, vous aurez l'occasion de revenir sur ces trois belles personnalités. Ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Merci Anna d'être avec nous. Merci Dario et Jacopo d'avoir vous-même choisi les extraits que vous allez nous donner, nous partager. Merci Romain et Benoît de capter en images certains moments de cette soirée. Et je déclare celle-ci bien ouverte. Bonjour. Je vais essayer d'être bref. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est que, en fait, Michel suit depuis un certain nombre d'années mes ateliers d'écriture, et un jour, à la fin de l'atelier, il est venu me voir avec un manuscrit en me demandant si je voulais le lire. Je n'avais pas tellement de temps, mais je lui ai quand même dit, écoute, ok, je lirai le premier chapitre. En général, dans le premier chapitre, il y a tous les défauts et toutes les qualités. Et puis, je lis le manuscrit et je tombe sur une perle poétique dans une huître autobiographique. Et l'autobiographie, ça passe ou ça casse. Souvent, l'autobiographie, on se répand. Et ça ne fait pas forcément des bons livres. Mais j'y crois parce que je trouve dans son écriture il y a quelque chose d'intact. Même si autour, il y a plein de... Je sens qu'il va falloir couper, renoncer, peut-être avoir une écriture parfois douloureuse, mais j'y crois. Donc, je l'accompagne dans un travail de valorisation de son manuscrit. Et il va commencer à faire un travail d'épure littéraire. Il va travailler phrase à phrase. On ne se rend pas compte, mais cette phrase, c'est vrai. Quand on veut avoir une écriture, quand on est ambitieux pour un manuscrit, on travaille phrase à phrase. C'est un travail de titan, et c'est un travail qui n'est pas un travail... C'est un travail qui malmène l'ego. L'ego, il aime bien garder ce qui est joli, il aime bien être bavard, il aime bien... Donc ce travail à la pince à épiler est un travail qui est vraiment loin d'être facile, et je suis vraiment étonnée, mois après mois, par l'apparente simplicité avec laquelle Michel renonce. Je me dis, là, écoute, t'es bavard, là, t'es pathos. Il en laisse des pathos, il en laisse des bavards. C'est très rare. C'est très rare, d'autant plus que le texte est en lien avec l'intime,
et que dès qu'on touche à un texte intime, on touche à la personne. Donc Michel s'est laissé faire et le Michel Desmarais, auteur, petit à petit, il a pris il est né. Il est né parce qu'il avait écrit un premier manuscrit, mais c'est le deuxième manuscrit qui est publié, et en fait il a réussi à... Il a enlevé, je crois, à peu près, tu me dis si je me trompe, mais environ 40% du texte initial. Je ne sais pas si vous imaginez un texte qu'on restreint de 40%. Et petit à petit, oui, voilà, c'est ça, c'est enlever. Et cette petite perle poétique dont je parlais est arrivée, et il y a une atmosphère vraiment qui est montée. Et il s'est mis au service de son manuscrit, avec une grande patience et avec une grande passion. Alors, comment je vois le résultat? En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour parler du livre, parce que j'ai l'impression d'avoir nagé avec Michel sur cette plage. Et comment je vois le résultat? C'est comme si je voyais un caillou sur les plages du Nord qui aurait été lavé, relavé par des générations de vagues. C'est un peu le travail que tu as fait, non? Voilà, et puis donc je suis très heureuse que Michel m'invite aujourd'hui pour la sortie publique de son livre. Et bon, la question, on en parlera avec Michel, c'est mais qu'est-ce qui s'est joué dans ce livre pour qu'il se passe autant de choses? Je suis un archer aux flèches de feu. Je pointe. Tu es un archer. Tu pointes au-delà de la mort. Là où les cibles habitent, dit-on, d'autres espaces-temps. J'ai 7 ans, 20 ans, 1000 ans. Il a 100 000 ans. Il marche aux frontières. Il les déplace encore et encore. Il est fou. Il vit en cohabitation avec son enfance, ses obscurités, ses limites et ses clartés. C'est un explorateur de soleil caché. Il vit entre les mondes. La mort d'Alban prend pour côme le visage d'un buisson ardent. Feu dont les flammes ne font pas disparaître le frère, mais le projettent ailleurs, au-delà. Petite théophanie domestique. C'est la prière du placard. Notre rituel du soir en 3 étapes, toujours identiques. Face à face, réfugiés dans l'armoire près de la bougie, comme 2 chamans qui se relient. Et puis, nos mots de feu, les yeux dans les yeux et sans fou rire. Nous vivrons pour toujours. Nous ne mourrons pas vraiment. Nous sommes éternels. La vie n'a pas de fin. Ces paroles-là vous propulsent. On observe fasciné la bougie
Et on mange les chips préparés par Alban. On ne poursuit pas des fantômes ou des regrets. On est emporté par un courant de vie qui parle de traversée. Poursuivre le rituel du placard, même si l'un des deux devient à l'autre invisible. Côme va parler à Alban. Chaque jour là où repose son corps avant l'enterrement. Le cœur du frère n'est pas inerte, mais vit et palpite pour toujours. Celui qui sera bientôt sous terre sera l'ombre du vrai. Il chuchote à l'oreille d'Alban ses encouragements et ses vœux par des murmures, des prières et des refrains. Son mantra est sobre. Va, mon frère, prends ton envol. Tout ira bien. Je plonge dans le temps écoulé comme on s'immerge dans la mer. Prendre une grande inspiration et descendre au creux de soi. Réminiscence. Chez ma grand-mère maternelle, la chambre réservée aux enfants est une bibliothèque où s'engouffrent les livres d'art et de théâtre. Ils sont la vie même de mon grand-père comédien. Nous y passons, Alban et moi, une nuit ou deux par mois à tour de rôle. Les tableaux et les objets accrochés au mur sont terrifiants. Bisons des plaines d'Amérique du Nord. Et masques africains encadrés avec un bois précieux trop foncé. Il y a aussi le bureau. Un buvard ressemble à un bateau. Un espace d'écriture avec sa lampe aux allures de flamant rose. Des tiroirs scellés. C'est un lieu protégé par des gardiens que je ne vois pas. Après l'histoire du soir et le baiser pour la nuit de bonne amie, je suis censé éteindre, car il est déjà tard, mon côme. Je demande que la porte reste un petit peu ouverte pour la nuit. Couper la lumière, c'est
plongé en territoire sauvage, en terre de danse, de combat et de feu. Je triche et garde la lumière allumée. Je me calme vite et rentre dans une méditation sauvage. Le ray de lumière est une balise. Son rayonnement me protège. J'entame une prière, signifie aux objets que nous sommes amis. C'est ma façon de tendre un calumet de paix, de calmer le jeu. Durant ce temps suspendu, j'observe surtout les livres. Je suis l'invité d'une maison livre pleine d'histoires et de personnages. J'aime, mais j'ai la trouille. Un ouvrage plus fin que les autres loge en bordure d'un rayon élevé face au pied du lit. Je suis éveillé et attentif. Aucun sommeil ne vient me chercher, ma fatigue est en pause. Le livret rouge est relié et peu épais, de belle allure. Un appel. Je me rapproche en esprit. Je me connecte hors espace. Mon désir de magie revient d'un seul coup. Sans boîte, sans baguette, sans truc et troc, par la pensée, s'il vous plaît. Je dévisage à distance le livret, puis je lui parle sans mots. Le calumet fait son effet. Je suis devenu l'ami de tout. Je dis, sans langage, « Viens dans ma main. S'il te plaît, livre. Viens. » Une petite éternité ne me décourage pas. J'éteins en vitesse ma lampe de chevet car les grands-parents montent se coucher, et dans le noir maintenant, Viens. ma foi est complète. Je me sens légitime dans cette aventure de télékinésie improvisée. Une peur particulière vient me surprendre. Celle de mes propres pouvoirs. Je suis tellement certain d'arriver à mes fins qu'une partie de moi se terrorise à l'idée de voir le livret rouge s'élever et s'approcher pour de bon. Petit Côme a 11 ans ce soir. Son corps se fatigue. Il faut conclure. Une voix intérieure parle à son oreille. C'est une pensée d'évidence, une adresse du livret. Tu as des jambes et des bras, Côme. Il suffit de te déplacer et de venir me prendre. Tu n'es ni paralysé, ni ligoté. Tu es en pleine forme. Viens. Côme laisse l'argument faire son chemin. Et c'est avec une fulgurance joyeuse qu'il se lève. Et il bondit comme un faon, affermi sur ses jambes qui s'élance vers la vie. Quitte sa couche et avance en souriant vers l'étagère. Hésite une dernière fois. Puis tend fièrement sa main droite pour prendre le livre. Il observe l'infime distance qui les sépare. Et il respire profondément dans cet entre-deux. Il regarde ses mains et ses pieds et honore la vie d'y circuler. Le livre, en cuir, est immobilisé entre l'oiseau bleu de Maeterlinck et le marquis de Sade. Il se remet au lit et ouvre prudemment le carnet. Il ne lit pas, mais il remarque le décor, l'atmosphère, la belle écriture de son grand-père. Il a déjà admiré sa façon de tracer les lettres à l'ancienne, de prendre le temps de retranscrire des textes importants. À la plume, comme il dit. Côme feuillette quelques pages encore blanches, étonné de ces espaces vides. Et il reconnaît soudain 3 de ses propres poèmes d'enfant. Ému, son pouvoir nommer le trouble qui l'envahit, il les relit comme s'il les découvrait. Il aperçoit enfin le titre inscrit en toute première page et des larmes brûlantes surgissent de son cœur qui cognent et coulent doucement sur ses joues. Il lit à voix basse et chuchote rien que pour lui 3 mots. Poème de Côme. Il s'endort, le cahier ouvert sur la poitrine. Une joie profonde continue de jaillir en lui. Il a des mains, des jambes, un cœur qui bat et un grand-père qui croit en son écriture.
Écriture et mémoire, tu t'es penché de façon quasiment organique sur cette période bénie de ta vie, 60 ans après. Pourquoi? C'est pour ressusciter, pour la faire revivre, pour la mettre à distance? C'est plutôt pour relire l'enfance. C'est plus du côté de la relecture que je me suis situé. Donc, m'y replonger. Décider aussi ce voyage vers ce que je pensais être le passé et qui s'est dévoilé peu à peu comme un autre temps, un autre espace. Et la distance, c'est la démarche de l'écriture. Et puis, il y a eu l'élément déclencheur, qui est le mariage de ma chère nièce, au cours duquel je décide de dire quelques mots. Et je décide d'aller, c'est un acte de volonté donc, puiser dans ma mémoire personnelle très profonde quelques séquences de vie entre mon frère aîné et moi. Ce sont des paroles d'héritage que j'ai envie de lui donner en cadeau en ce jour de son mariage. Et là, la boîte de Pandore commence à s'ouvrir. C'est la mémoire qui s'ouvre. Ce n'est pas ma mémoire qui s'ouvre, c'est la mémoire qui s'ouvre. J'ai envie de répondre en enlevant ce possessif dès le départ. Et donc, pour répondre encore un peu à cette question que tu me poses, je dirais simplement que la mémoire s'ouvre, et grâce à toi, on y reviendra, grâce à l'écriture, grâce à l'exigence de l'écriture, c'est plutôt l'exigence de l'écriture qui va contenir ce fleuve qui rejaillit, qui aurait pu peut-être m'anéantir sans l'écriture. Ce livre, La plage d'après, c'est un véritable magnifique tombeau littéraire. C'est un éloge aux frères, mais aussi à la relation fraternelle. Quand on te lit, on a presque l'impression, on ne sait presque pas s'il y a un aîné et un cadet. En fait, on s'en fiche un petit peu, comme si c'était des jumeaux monozygotes. Et finalement, j'ai l'impression que c'est plus le récit d'une enfance commune que d'une enfance, comment on pourrait dire, personnelle, strictement personnelle. Voilà, tu peux nous parler de entre le commun et le personnel? Vous voyez les questions d'Anne Ducrot. Hein. Je n'ai jamais désiré faire un éloge, ni du frère, ni de la relation fraternelle. Mais j'ai voulu célébrer. Et je pense à ce très beau livre de notre grande poétesse Colette Nice-Mazur, Célébration du quotidien. J'ai voulu, c'est donc un acte de volonté, j'ai voulu célébrer le quotidien de deux gamins des années 60, qui grandissent sans TV, sans portable. Et encore, je me rappelle, mon frère et moi, on a vu le passage de la télévision noir et blanc à la télévision couleur. C'était un événement extraordinaire. Les couleurs étaient bien évidemment très, très mauvaises au départ, mais c'était vraiment notre enfance. Donc j'ai voulu célébrer. Après, tu parles de communauté dans ton expression sur cet œuf. Je mets l'air éventuellement. Je dirais que c'est vraiment, là je te rejoins, j'ai voulu visiter peu à peu l'espace communautaire, l'espace commun de ces deux gamins. Là, il y a une sorte de matrice de vie. Et j'ai voulu... et c'est plutôt même cet espace qui s'est dévoilé progressivement en moi. L'espace de la relation. Il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais enfin, c'est touchant ton écriture, mais est-ce que l'un existe sans l'autre? Est-ce que l'autre existe sans l'un?
nous vivons dans une société où les personnalités veulent s'affirmer, et je pense personnellement qu'elles ne s'affirment que dans l'altérité et dans l'espace de la relation. C'est ça que j'ai voulu creuser. Au-delà de l'éloge du frère, tu fais un éloge dont tu n'aimes pas le mot, hein, des terres de l'enfance. Mais est-ce que les terres de l'enfance et le frère, c'est dissociable? Et, je n'ai pas fini, et est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit se soigner de son enfance? Il y a un éloge. C'est l'éloge de la force infinie de l'enfance au creux d'une infinie fragilité. Donc on est dans un espace hautement paradoxal. Prendre soin de l'enfance, oui. Je me souviens d'un livre qui m'a fort marqué il y a quelques années, de Jean-Yves Leloup, qui revisitait des philosophes de l'Antiquité, qui étaient les philosophes thérapeutes, donc tout sauf des sophistes, et ce livre, je pense, s'appelait « Prendre soin de l'être ». Oui, osons le dire. Il y a cette démarche du prendre soin de l'être. J'ai peut-être envie simplement d'ajouter qu'il y a un temps pour tout, je pense, et que ce temps-là était venu pour moi. C'est tout de même plus de 30 ans après la séparation. Vous savez, les Grecs disent qu'il y a un temps, chronos, qui est celui qui dévore la vie. Et puis qu'il y a aussi d'autres formes de temps, et ils disent le dieu chronos, le dieu kairos. Et le temps kairos, c'est le moment favorable. Je pense qu'il y avait ce moment favorable pour revisiter l'enfance. Et je peux témoigner que ce temps-là, qui n'a rien de linéaire, peut trouer l'autre. Et je pense que le temps linéaire peut être troué. Et que là, il y a des... Alors ça semble une formule abstraite, hein, mais je vous promets que c'est profondément corporel et profondément organique. Voilà. Donc, tu parles de revisitation de l'enfance. Il me semble que ton livre, c'est vraiment une invitation aussi à revisiter, à faire une halte avec toi sur les terres de notre propre enfance. Oui, c'est un peu l'effet Madeleine de Proust, on pourrait dire ça. Ce n'était pas un objectif, mais des lecteurs et des lectrices me disent qu'ils s'étonnent eux-mêmes que l'écriture les invite à revisiter des pans de l'enfance. Et si c'est un des résultats, j'aime pas le terme, de la lecture, c'est magnifique. Encore une fois, en temps opportun. Franchement, il n'y a pas un objectif d'écriture qui viserait à provoquer cela. Mais ça se passe. Et tant mieux, je pense. Mais dans la grande douceur. D'amour, en fait, je trouve que dans ton livre, il y a une atmosphère extrêmement tendre. Pas cucu, tendre. Ah ben j'ai dans des cucules à praline. J'ai déposé un cristal dans ta main. J'ai replié tes doigts lourds pour protéger mon cadeau fraternel. Le temps dévorera tes restes, mais le cristal restera tête haute et intacte face à la mort.
Nous vivons une entente fraternelle qui rassemble nos différences et nos points de vue sans jamais les nier, et parvient à faire émerger une position commune complice, forte et rassurante pour avancer. Un souffle, un esprit émerge de notre relation. Notre duo a le don de créer une sorte d'entité vivante, pleine de nos présences et grosse de nos désirs. Cet espace vivifiant recueille ce qui se passe entre nous deux et le propulse vers le haut. 2 mini-planètes accouchent d'un soleil encore plus dense, un point qui perce le ciel. Côme, enfant, monte aux arbres, autant pour le plaisir de jouer à l'écureuil espiègle que pour celui de toucher le ciel. Il est convaincu qu'il arrivera au bout des branches. Il rêve qu'il caresse la frontière impalpable que connaissent les oiseaux et qui leur donne ce privilège de voyager entre des mondes qui se frôlent. Alban aime cette expression consacrée. Leçon d'arbre. Je joue le jeu. J'aime. Le bout du jardin est notre bout du monde à nous. Les sommets des peupliers sont notre Everest, notre ciel, notre pointe. Grimper ensemble est un vrai plaisir, un effort partagé. Il faut d'abord se chausser correctement. Alban commence d'un air grave et se déplace avec lenteur. Il me précède de quelques branches et décompose chaque attitude de grimpe pour me faire comprendre les mouvements justes. Tu peux grimper aussi. Regarde là, la branche. Tu mets ton pied. Non, l'autre pied. Oui, oui. Et tu prends la branche du haut avec ta main. Tu y vas? Première pause. Il reprend l'ascension. Doucement comme. Laisse-moi monter un peu devant et suis-moi, bien les yeux. J'accepte le guide. Je vis pleinement. Tu as vu la branche trop petite? Il faut vérifier si les branchages sont solides. À ton tour. Dans l'arbre, tout est matière à enseignement. Mon frère a le don de ralentir sa gestuelle pour me guider. Il parvient à la fois à monter et à m'observer avec attention. L'instituteur, en fin de compte, c'est l'arbre. J'interroge plein d'entrain. On n'ira plus haut aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Alban me ramène à l'ordre en cadrant sa leçon. Un peu plus haut que hier. Vois, j'avais placé le lacet à cet endroit. Il dénoue et replace le lacet. On peut grimper jusque là. Je suis ravi. Là, c'est nettement mieux qu'hier. À plus de 2 mètres du sol, je me sens déjà dans les nuages. Le sommet semble au bout du ciel. Les branches sont des présences amies. Les leçons ne sont pas gratuites. Alban me demande 1 franc par leçon. Je ne me souviens plus vraiment avec certitude du chiffre. C'est peut-être 1 franc pour 2 leçons. Pour 1 franc, nous achetions 3 chewing-gums. L'attitude d'Alban n'a rien de vénal. Il serait le premier à me donner les sous nécessaires. Payer la leçon lui semble juste. Le don est ailleurs. Il est invisible. Il n'a pas de prix. Parfois, nous nous taisons. Je veux sortir de ma poche un bout de chocolat conservé comme nourriture de route, façon d'immortaliser l'instant dans des agapes fraternelles. Tu dois garder tes mains libres pour tenir les branches. On est déjà bien haut. Il termine à mon vif regret en proclamant Samedi, on ira jusque là.
qu'il fait beau. Je me revois un jour au sommet de mon arbre, interpeller Alban au sommet du sien. L'image est claire et forte. J'y perçois ma fierté d'enfant et la joie toute physique d'une montée assumée seule. Au début des leçons, nous escaladons le même arbre. Et progressivement, j'ose grimper l'arbre frère. Les arbres aussi grandissent mieux en fratrie. J'imagine souvent Alban perché dans son arbre qui m'attend. Le temps ne s'écoule pas linéaire au creux de l'émotion qui a valeur d'infini. La question de la vérité biographique ne se pose pas vraiment en littérature, ça ne concerne pas, à la limite ça aplatit un petit peu tout. Peut-être que tout doit sonner juste, mais tout ne doit pas être vrai. Et dans ton livre, tu as vraiment tourné autour de ce concept de ces mots d'Aragon, le mentir vrai. C'est un jeu complexe pour l'écrivain. Et oui, tu t'es mis à écrire sur le frère, et en mentant vrai, j'ai l'impression que le livre s'est mis complètement à t'échapper. Je me trompe? La question de la vérité, c'est une immense question. Je n'ai heureusement pas la réponse. Pour autant qu'il y en ait une. Je pense qu'on doit se situer en dehors de cette opposition du vrai et du faux. On parle parfois du vrai comme si le vrai était un bloc de granit bien ciselé et bien terminé. Je pense qu'il y a une vérité qui est dans la vie, qui est dans le mouvement de la vie. C'est plutôt celle-là qui m'intéresse. Et puis, j'ai beaucoup fréquenté le jeu. Dans mon métier, aux côtés de Jean-Édouard, à la Louvière, j'ai enseigné très longtemps le jeu dramatique, le jeu théâtral à des adolescents. J'ai pratiqué avec eux cette extraordinaire pédagogie qui se vit dans l'espace du jeu. Alors le jeu, c'est pas une boîte de Monopoly qu'on ouvre, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Et je pense que là, il y a un élément de réponse. Qu'est-ce que jouer ensemble? Et les gosses jouent sans savoir qu'ils jouent, bien sûr. C'est Jean Florence qui avait cette expression extraordinaire, l'enfant joue, il travaille dur. Quand on dit à un gosse, il est temps de manger, tu arrêtes ton jeu, c'est une catastrophe pour lui, très souvent. Parce qu'il ne joue pas, il est en pleine guerre ou en pleine découverte intergalactique. Donc cet espace du jeu que j'ai eu la chance de creuser comme pédagogue, de découvrir aussi, je pense qu'il m'a vraiment aidé dans cette démarche de l'écriture. Vous savez, on dit parfois quand une porte ferme mal, il y a du jeu dans les gonds, dans les charnières. Donc le jeu, c'est un espace. Et c'est cet espace-là, je parlais de l'espace matriciel au début, entre les deux frères, là, il y a vraiment quelque chose où la notion de vrai et de faux éclate complètement. Peut-être qu'on doit être un peu plus oriental dans la perception de ce qui se passe dans cet espace-là. Je ne sais pas si ma réponse te convient. Si, peut-être ajouter que j'ai creusé cet espace-là, c'est-à-dire l'espace du jeu entre Alban et Côme. Je me suis plongé dans cet entre-deux-là, dans un espace qu'on pourrait appeler l'espace médian. Et c'est là que le roman est né, au cœur de la relation ludique et rituelle entre les deux frères. Je peux le dire maintenant, parce que tu me forces à cette relecture. Au moment même, cela advient et cela ne se nomme pas nécessairement au moment où ça se vit. Et c'est pas de façon magique, mais c'est parce que les personnages de fiction, Côme et Alban, à qui j'ai prêté des bouts de ma biographie, en ont fait ce qu'ils voulaient. C'est parce que Côme et Alban ont joué avec ces souvenirs-là. C'est parce que je leur ai permis de prendre ces fragments et que j'ai lâché prise à ce niveau-là. Et ces personnages sont devenus des symboles vivants. Et le personnage de l'enfant vague, pour ceux qui ont lu ou qui liront le livre, c'est vraiment presque un archétype qui est venu s'immiscer dans l'écriture. Je ne sais toujours pas ce qu'il représente, tellement c'est polysémique aussi. Mais là, il y a quelque chose. Donc je te réponds
par le jeu, parce que je ne peux pas répondre plus clairement. Alors, ton texte, il est grave, il est sincère, il est politique, extrêmement personnel, et pourtant, tu n'as pas cessé, dans ton travail d'écriture, de chercher l'intime universel. Il y a la vérité biographique, autobiographique qui est ici, et puis après, il y a ce que nous avons appris ici et que nous avons envie de partager, avec lequel nous avons envie de rejoindre les autres. Tu as vraiment été, pendant tout le livre, c'est même quelque chose de central dans ton travail, la recherche de l'intime universel. Et sans cette recherche extrêmement exigeante, il me semble qu'on ne rejoint pas son lecteur, on ne fait que raconter sa vie. Bon. C'est pas facile à entendre quand on est en train d'écrire un livre, mais est-ce que tu ne fais que raconter ta vie ou est-ce que tu cherches une dimension plus universelle pour rejoindre la vie de l'autre? Et toi, tu nous parles d'une enfance universelle et j'ai presque envie de dire de nos frères universels, de nos sœurs universelles, non? Tant mieux. Encore une fois, mon objectif n'a pas été de chercher l'universel, mais vous savez, c'est l'histoire des couches d'oignons. Je vais m'en sortir avec une petite histoire aussi, au cours d'un cheminement, un peu d'intériorité avec un ami. On parlait des idoles. Les idoles sont multiples, hein. Il n'y a pas que les idoles de l'ancien temps, on le sait bien. Et je lui disais, tu sais, moi j'essaye de brûler mes idoles, mes a priori, mes pensées. Mais à force de brûler mes idoles, je commence à paniquer qu'il n'y ait plus rien. Et il m'a dit, il va rester le feu, Michel, il va rester le feu. Là, il y a quelque chose qui peut répondre un peu à la question. Ceci dit, le travail n'est pas fini. Voilà, c'est très délicat de parler de l'intime et de l'universel. Je préfère que des personnes le disent en me lisant, parce que c'est d'ailleurs ça un peu le paradoxe de la soirée de ce soir. C'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait des lecteurs, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait notre amitié. Mais quelque part, moi j'ai mis les choses dans le livre. J'ai pas trop envie de faire des commentaires sur ce que j'ai écrit dans le livre. Ce serait ou pédant ou déplacé. Ceci dit, c'est important aussi que j'assume. Donc je préfère assumer et répondre parfois par des histoires ou des éléments de vie. Et on peut donc redonner la parole à un lecteur. Réfléchir ou méditer, c'est d'abord écrire sur le sable mouillé. Son bâton de balade lui sert ici de plume d'oie, et la plage à marée basse lui offre un parchemin inespéré, gargantuesque. Il griffonne, transpire, trace et imprègne. Il ose même écrire pour le ciel. Il se moque des regards qui le dévisagent sans comprendre, ou qui le jugent dans son comportement d'adulte enfant. Il rédige à la sueur de son front. Ce jeu-là est inviolable. Il se dépense et jubile en traçant ses signes et ses poèmes. Il a l'impression qu'à certains instants, c'est le sable lui-même qui prend la plume et guide sa main et son bras fatigués. Lorsqu'il s'arrête et reprend du souffle, il regarde le ciel et ses habitants, en espérant que ses premiers lecteurs récoltent ce qui s'écoule hors de lui. Si l'ombre d'un nuage passe sur une séquence de mots, il se dit qu'il faut simplifier ou supprimer ce paragraphe inutile. Il aime voir un goéland ou quelques gravelots se poser sur un terme ou une virgule, les métamorphoser en point d'interrogation, secouer le sens ou y insuffler l'humilité manquante. Il pense aussi que les jeux de plage avec Alban devaient préparer ses audaces d'écriture. Son rituel est identique depuis des années. Confier sa pensée au cycle naturel. Tracer des signes, inventer des lettres nouvelles en avançant vers la mer. À chaque âge, Côme joue à écrire. Il imagine les petits de l'eau se rassembler en banc pour l'écouter.
Il sait bien que la marée reprendra les textes à sa prochaine venue pour les présenter aux enfants vagues et aux enfants baleines. Il se voit comme un raconteur qui largue certains récits vers d'autres mondes. S'il ne trace pas au sol, il chante ou parle à voix haute. Il offre au sable des verbes et des noms nouveaux. Un coup de vent le contraint à fermer le regard et à porter les mains au visage. Ce geste propulse Côme en terres intérieures où la brise et le courant l'enseignent. Il perçoit, par intuition, un tourbillon minuscule se former près de ses pieds nus et qui dit « Tu écris pour apprendre à aimer, Côme, pour nourrir ton espérance. Tu écris pour calmer ton être et respirer. Tu pries ainsi à ta manière, hors dogme, hors église, hors croyance. En dedans, quoi. C'est comme enfant qui parle aux étoiles. » Ce tutoiement lui donne l'impression d'être touché en sa chair même. Les éléments lui parlent dans une intimité féconde. Il croyait raconter, le voilà auditeur par un retournement des marées. Côme écrit, les vents et les eaux lisent ou proclament. À l'occasion, ils chantent. Leurs textes se mélangent, leurs voix se mêlent. Côme remercie la vie de lui donner cette précieuse faculté d'interpréter librement le langage des autres règnes. Il découvre une vague qui caresse ses jambes et entend sans peine le message échoué pour lui. Tu émerges dans d'autres espaces-temps. Tu découvres d'autres plages, d'autres albans, d'autres cômes, d'autres terres, d'autres vagues, d'autres tu. Côme sourit. Tout sourit en lui. Il se demande soudain si la rafale lit dans ses pensées humaines ou si c'est l'inverse. Ou les deux. Son monologue intérieur semble avoir interrompu la brise et le courant. Ceci conclut alors avec malice. Tu repères d'autres dieux. Tu vois qu'une part de toi existe ailleurs. Ce secret se partage. Il se dit que sa chance est grande de recevoir si naturellement ces confidences des éléments. Une part de lui ne peut s'empêcher de douter de cette faculté. Traduire le langage du vent et des eaux, folie. Au cœur même de ces moments bénis, il a cette foi qui déplace les montagnes. Son véritable effort n'est pas de croire, c'est de s'ouvrir. Tout est clair, et même si c'est lui qui prête ses mots et ses pensées à la houle, il accepte l'idée d'un partage entre l'homme et la nature. Un dialogue aux frontières.
Les adultes croient ou veulent croire que grandir, c'est un processus extrêmement lent, alors que atelier, on voit bien qu'en fréquentant les symboles, naturellement, les enfants grandissent invisiblement. C'est ton expérience. Vous voyez, c'est regarde. L'autre jour, je parlais avec Noam, mon petit-fils, qui a 3 ans et demi, et je lui ai expliqué que je ne grandissais plus, qu'à un moment donné, surtout quand on est un papy, on ne grandit plus. Et je le voyais profondément troublé par cette annonce. Il m'a regardé, il a un peu baissé la tête, il a fait le tour de la table, il est revenu un peu vers son coin jeu, il est revenu, il m'a observé, il a fait quelque chose avec sa main gauche, et puis il m'a toisé. Il m'a fait « Non, papy, tu pousses encore. » Je pense que les enfants sont des chamans. Et donc, ce sera ma réponse. Je préfère répondre par l'enseignement que je reçois ou que j'interprète, c'est selon, d'un enfant. Tout petit et si grand déjà. Donc voilà, je crois que les choses vont très vite. Je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi que... Et désolé si le terme semble un peu lourd et grave, que les enfants nous apprennent à mourir aussi. Parce qu'ils sont tout le temps dans la découverte de la nouveauté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On devra peut-être un jour vivre ça aussi, si on change de monde. Mais la question reste posée. Ce soir, il y a une forme d'accomplissement après 5 années de travail. Est-ce que tu as la sensation d'être libéré de quelque chose ? J'ai en tout cas la sensation d'avoir découvert quelque chose de l'ordre de la liberté intérieure, grâce à l'exigence de l'écriture. J'ai beaucoup d'admiration pour la chorégraphe Pietra Gala, que tu connais. Et quand on voit sa carrière, on voit qu'à peine à 34 ans, elle était danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Elle était déjà dirigée par Nouriel. Et elle démissionne 2-3 ans plus tard, au cœur de sa vie en fait. Et elle fonde avec son bien-aimé le Théâtre du Corps, qui est sa troupe de recherche chorégraphique. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, non pas que je veux me comparer à elle, mais c'est un exemple pour moi, que c'est grâce au travail de l'exigence qu'elle a pu atteindre cette liberté créatrice intérieure. Donc cela, oui, c'est un des fruits du travail que j'ai pu vivre grâce à ton regard, grâce au regard de mon épouse aussi, parce que je me rends compte aussi que quand on s'investit complètement dans un travail d'écriture, on pourrait déconnecter du réel. J'ai une épouse qui a la sagesse de m'y ramener avec tout son amour. Donc oui, la liberté. C'est une quête. Est-ce que tu as l'impression d'avoir ressuscité le frère ou plus simplement d'avoir accompli comme une dernière mission qui serait celle de faire palper l'invisible dans le visible, de les faire s'épouser? Vous voyez jusqu'à la fin la question. Je commence par une formule, excusez. L'invisible vit toujours dans le visible, non?
Je n'ai jamais eu le sentiment, pour revenir à l'élément biographique qui a inspiré le personnage d'Anne Van, je n'ai jamais eu le sentiment de devoir ressusciter quiconque, parce que je n'ai jamais eu le sentiment d'être complètement séparé du frère dans la relation. Mais c'est très personnel, je n'ai pas envie d'en parler. Ce que je peux simplement dire, c'est que je n'ai couru aucun médium, et que c'est pas là que ça se situe. Même si j'ai du respect pour chaque type de démarche dans les processus de deuil. Non, c'est plutôt au niveau d'une relation intérieure. Et puis je pense au Petit Prince, qu'on connaît tous. Enfin, on le connaît peut-être trop bien, le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et puis on oublie ce qui se passe souvent. Mais c'est que le Petit Prince, il meurt à la fin. Il y a tout l'épisode de la piqûre du serpent. Et il peut retourner chez lui que parce qu'il meurt de ce côté-ci des choses. Il y a tout l'enseignement de l'invisible là. Et donc ça peut m'inspirer, ça peut nous inspirer. Le problème du Petit Prince, c'est comme d'autres écrits, on croit qu'on les connaît parce qu'on nous a rabâchés à chaque communion, à chaque mariage, on revient toujours avec les mêmes textes, et c'est dommage, même s'ils sont magnifiques. Mais ils méritent à être revisités et relus. Et je relisais justement il y a quelques jours, l'essentiel est invisible pour les yeux, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. C'est tout de même fort. Est-ce que c'est la personnalité qui s'éteint dans le désir de la relation? Non, c'est autre chose qui se passe. Et tu seras unique au monde. Donc là, c'est porteur. Ma dernière petite question. Tu m'as confié avoir reçu une longue et magnifique lettre. L'expéditeur cite Borges en disant, qui disait « On devrait écrire avec le sérieux d'un enfant qui joue. » Et toi, tu réponds « Ne pas jouer, c'est mourir. » Est-ce que ça serait pas ça, ton message, qu'il faut prendre la vie au sérieux et jouer avec elle, une vie et 2 cordes à son arc? Je pense que Cécile Bonny, il faut vraiment lire Cécile Bonny, voir les photographies qu'elle fait sur le monde des arbres. Elle dit des choses très belles sur les racines, les branches. Il y a beaucoup d'éléments de réponse chez cette personne-là, qui est une médecin en plus. Par contre, je pense que Anna et son violoncelle ont répondu à ta question de la plus belle façon. Je pense aussi que Jacopo et Dario, dans leur façon subtile, dynamique, dans la posture qu'ils ont dû trouver pour être au service du texte, sans tomber dans une théâtralisation du texte, mais sans jamais être neutre dans la lecture. Ce sont des jeux, Ce sont des jeux, le jeu théâtral, le jeu musical. Ces jeux-là sont ceux des artistes. Je pense profondément qu'ils sauvent le monde. Profondément. Et j'ai envie de terminer par un très court extrait. Tantôt, elle m'a dit, c'est un peu intellectuel. Est-ce que c'est pas un peu ésotérique? Pas du tout, c'est l'Inde. C'est l'Inde. C'est l'Inde. Donc c'est un petit texte que j'ai trouvé dans un livre magnifique de Martine Buber, qui est « Je tue », donc c'est justement la relation. Et c'est un texte de 6 lignes qui me fait d'ailleurs penser à la mise en scène que Peter Brook avait fait du Mahabharata. C'était au Bouffe du Nord à Paris, un spectacle de 9 heures. Et nous arrivions, et nos places n'étaient pas numérotées. Et il y avait, parce qu'il y avait des files immenses, il y avait un joyeux bordel dans cette grande salle des Bouffes du Nord, qui a déjà une allure très, très organique. Et il y avait un comédien sur le plateau qui nous observait. Nous ne l'avions pas vu, bien sûr. On voulait à tout prix trouver une bonne place. Et il nous laissait. C'était le prologue de la pièce. Nous ne savions pas que nous jouions nous-mêmes le prologue. Et puis il disait, est-ce que chacun a trouvé sa place? Vous savez, c'est important de trouver sa place, parce que dans la troupe, il y en a qui ont failli perdre leur place. Et alors, il avait tout un prologue, et on se rendait compte qu'il se jouait déjà quelque chose d'essentiel avant le jeu.
C'était le prologue. Et donc voilà le petit texte. On est dans un conte, bien sûr, dans la mythologie. Les dieux et les démons racontent le brahmana des 100 routes, furent un jour en conflit. Alors, les démons dirent: à qui pourrions-nous bien offrir nos sacrifices? Et ils déposèrent leurs offrandes dans leur propre bouche. Mais les dieux déposèrent leurs offrandes sur les lèvres les uns des autres. Et Prajapati, l'esprit originel, fit alors le choix de se donner aux dieux à méditer. On est encore dans la relation, je voulais terminer avec ça. Merci. Merci.